Eh bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci d'être présents aujourd'hui pour l'écoute de la 5e et dernière partie de La Reine des Illusions. Voilà, je comptais hier que ça fait déjà 18 mardis que nous passons ensemble, enfin pour les plus courageux d'entre vous, j'allais dire, oui, courageux était le premier mot qui me venait. En tout cas, voilà, je suis très content d'arriver au bout de ce projet, d'avoir pu tenir ça avec vous, et pour ceux qui ont écouté depuis le début, ou de manière un peu plus perlée, voilà, le livre est prévu de cette façon à ce qu'on puisse lire un chapitre aussi comme ça de temps en temps. Cette 5e partie, elle est un peu particulière puisque, comme je vous le disais la semaine dernière, elle fait la part belle à la vérité d'Agatha Christie. Enfin, en tout cas, elle fait la part belle surtout à ma vérité que je mets dans la bouche d'Agatha Christie. Voilà, donc j'espère que ces ayants droit ne m'en voudront pas. Ce n'est qu'un roman d'un homme de France. Voilà. Donc, écoutez, on est partis ensemble pour, je pense, 5-6 semaines encore pour découvrir la fin de ce que nous réserve La Reine des Illusions. Voilà. Bonne écoute à vous, merci, et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Voilà. Merci, c'est toujours un plaisir de vous lire. Bonne écoute. Cinquième partie, la maison biscornue. Chapitre 21, mon petit doigt m'a dit. Je ne me rappellerai de rien. Je n'écrirai jamais dessus. Il est de ces promesses qu'on se fait et qui nous désarment en regardant le chemin parcouru, même si, comme moi, on porte un prénom et un nom qui véhiculent tant de promesses. Agatha Christie. Oh, j'aurais pu le changer. J'aurais pu. Prendre le nom de mon second mari, mon nom de jeune fille, continuer d'écrire avec mon autre identité, Mary Westmacott. Je devais garder quelque chose de ce temps-là, quelque chose qui me rappellerait ce que nous avions fait. Je ne pourrais jamais changer. Jamais peut-être banni d'un certain nombre de situations sans que personne n'y trouve à redire. J'ai tant de fois posé des mots les uns derrière les autres en pensant ne jamais parler de ce moment, que j'ai bien dû l'aborder des dizaines de fois. Tout a été pensé depuis l'ouverture des portes du théâtre jusqu'au rappel, et ils furent nombreux, plus que je ne l'aurais imaginé. Maintenant que c'est derrière nous, je ne me sentirai peut-être pas la force de tout expliquer, et même tout est un bien grand mot. J'ai vécu 1000 vies depuis ce moment. J'ai écrit sur la résilience parce que j'ai su ce que c'était. Cette volonté mystique de notre cerveau de faire le tri entre les terreurs et les joies. J'ai tout subi, mais il le fallait. Je ne suis pas à plaindre. Ma sœur avait raison. Je suis une louve, non pas de celle qui garde les petits de sa portée, mais bien de celle qui partent en chasse, volontaires et seules, assurées de la piste qu'elles suivent. Je suis de ces prédatrices avides d'odeurs et de lumière. J'ai savouré la possibilité d'écharper sobrement dans les plus belles demeures, dans la plus belle des porcelaines. J'ai octroyé aux vices humains les visages avenants de tous les corps de métier. J'ai tronçonné des quantités d'arbres généalogiques,
Mais qui pourrait m'en vouloir? Pas mes lecteurs en tout cas, qui se sont repus de mes considérations botaniques. Je n'ai menti à personne, ou si peu. Il est plus simple de se raconter soi-même. C'est bien plus facile de mentir par omission. Ce que j'ai fait, aussi horrible que cela vous paraîtra après la lecture de ces lignes, je l'ai fait parce que ça me semblait nécessaire. Quand vous n'avez pas le talent inné d'écrire des histoires à tour de bras, il faut bien un petit détonateur. Si vous évoluez dans la bourgeoisie anglaise, coincé entre napperon en dentelle et lemon curd, il vous faudra appuyer sur ce détonateur le plus délicatement du monde, comme si vous vous penchiez pour amorcer une révérence à la reine. J'ai gardé de mes années d'histoire d'enfant le goût des dessins lignes claires. J'avais gardé de ma grand-mère la possibilité de jouer avec ses porcelaines, le mari, la femme, la maîtresse. Toujours les mêmes, dans un ordre différent, mais toujours des archétypes que je contrôlais. Rien n'a jamais changé. J'ai toujours créé avec la vie qui m'entourait. Rien n'a jamais changé. Je me suis toujours servi de la réalité comme un terrain inépuisable pour la littérature. Rien n'a changé, pas même le soir du 29 octobre 1926. Rien. Une fois que vous comprenez le principe qu'on ne cache jamais aussi bien la vérité que sous les yeux de ceux qui doivent la trouver, alors vous pouvez être prêt à tout, et tout sera possible. Je viens de lire les parties précédentes, et je suis ravi de constater que ma bonne amie Nan a tout compris de mes subterfuges. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Je ne retire rien de cette phrase que je lançai dans une des rares soirées auxquelles je décidai de me rendre. La réalité au service de la fiction. Je ne regrette pas mes digressions depuis ce chapitre, car elles vous permettent de prendre conscience que, depuis le début de ce livre, vous vous êtes fait berner. Je me sens lasse d'avoir usé de stratagèmes sans parler de ma technique. Je sais qu'un magicien ne révèle jamais les tours qui l'ont conduit sur le chemin de la gloire. Si, comme beaucoup, vous vous êtes posé la question de ma méthode d'écriture, je vais vous faire entrer dans ma tête et vous raconter ma vérité sur ma disparition. La phrase précédente, « Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups », est une phrase tirée du roman « Ils étaient 10 ».